Nous allons parler effectivement de cette conquête du ciel symbolique dans le domaine des arts, mais aussi réel dans le domaine des sciences, tel qu'ont pu en être témoins les acteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce qu'on nomme l'Europe moderne. Alors cette Europe moderne est ébranlée au milieu du XVIe siècle par un ouvrage qui est pourtant diffusé à peu d'exemplaires. On est à peine après l'invention de l'imprimerie, un siècle après. Le fameux ouvrage de Nicolas Copernic qui va placer le Soleil au centre de ce qu'on nommait le monde à l'époque, c'est-à-dire de l'univers tel qu'on le percevait à l'époque. Cet ouvrage aura évidemment un grand retentissement dans cette Europe moderne. Les planètes tournent désormais autour du Soleil, tout en tournant sur elles-mêmes pour assurer la succession des jours et des nuits. Et le Soleil en prend une sorte de rôle qu'il n'avait pas auparavant. Il n'était que l'une des planètes depuis l'Antiquité, et il devient en quelque sorte le moteur de l'univers. En tournant sur lui-même, ce que Galilée découvrira quelques années plus tard, il assure en fait une sorte de motricité, de mouvement du monde. Et ça va évidemment enflammer, c'est le cas de le dire, les imaginations. Mais le vrai problème de cette révolution scientifique, ça va être le mouvement de la Terre, qui n'était pas du tout admis et qui va mettre encore un bon siècle, je dirais, à s'instiller, à s'instaurer comme vérité parmi les savants. Il faut reconnaître que depuis Aristote, c'était la voûte céleste, c'était l'univers tout entier qui était le moteur du monde. Lorsqu'on voyait la succession des jours et des nuits, des phases de la Lune, il y avait une hypothèse finalement toute simple, la Terre était fixe parce qu'elle était lourde au centre de l'univers, et c'est le mouvement du ciel qui entraînait tous les autres. Et c'était un mouvement éternel, arrivant de tout temps, de toute éternité, et qui entraînait toutes les autres sphères. Alors c'était évidemment avec une force, j'allais dire, des ressources humaines illimitées. Vous voyez des anges ici en train de tourner des manivelles pour faire tourner le monde, c'est très pratique. C'est un manuscrit du XIVe siècle, et donc on était à peine en train de sortir de cette révolution-là. Et on ne savait toujours pas, finalement, quelle était la véritable cause du mouvement de la Terre, et si même si la Terre était en mouvement. Depuis que nous avons commencé cette conférence, depuis quelques minutes, on n'a pas du tout l'impression que cette magnifique salle de conférence ait bougé, se soit déplacée dans l'univers. Alors cette première génération ce qu'on nomme le premier XVIIe siècle, est constituée de figures éminentes de la science européenne, et en particulier française, que sont Descartes, Mersenne, qui est moins connu, Pascal, Fermat, Gassendi, et l'italien Galilée, qui sont tous à peu près de la même génération, et qui d'ailleurs, cette génération va s'éteindre au milieu du XVIIe siècle, comme vous pouvez le constater. Et cette génération, qu'on nomme parfois les érudits ou les humanistes post-renaissants, sont des humanistes et vont s'intéresser à ce mouvement de la Terre et à ce qui fait finalement valeur de preuve dans ces nouvelles théories. Comment prouver que la Terre est en mouvement, puisque notre expérience sensible nous donne plutôt l'impression du contraire. Alors, chez les cartésiens, il y a l'idée qu'il existe une sorte de matière qui envahit le monde entier, qui est l'univers, disons, rempli d'une sorte d'éther, et c'est le mouvement du Soleil au centre, ce fameux primum motor, qui va entraîner la Terre dans son mouvement. Et cette théorie cartésienne va être très populaire, et jusqu'au XXe siècle même, on va se demander si les astres circulent vraiment entièrement dans le vide, puisque la question du mouvement des planètes, une fois résolue, va céder la place au XIXe siècle à une autre problématique, qui est la transmission de la lumière. Si nous recevons la lumière des astres, c'est qu'il y a sans doute un milieu matériel dans lequel la lumière se propage, un peu comme le son dans cette pièce. Et donc l'idée qu'il faut un milieu matériel dans l'univers va persister jusqu'après Albert Einstein, jusqu'au début du XXe siècle. Et donc ce mouvement des planètes semble assuré par cette sorte de mouvement de motricité, de friction mécanique. Et ça ne va pas poser de problème particulier, c'est plutôt l'existence même du mouvement de la Terre qui pose question.
Alors, dans cette période aussi, au début du XVIIe siècle, la médecine fait des progrès. Le médecin de Charles Ier d'Angleterre, après Élisabeth Ière, va découvrir la seconde circulation sanguine, celle qui va vers les poumons. Et ce médecin précédent de la reine Élisabeth Ière, William Gilbert, va découvrir, ou plutôt théoriser sur l'existence d'un magnétisme terrestre. C'est le premier qui va même forger le mot électrique à partir de la racine de l'ambre en grec qui produit de l'électricité statique. Et dans son ouvrage, qui s'appelle Le grand aimant de la Terre, il va être le premier à faire l'hypothèse que les boussoles sont orientées dans le champ magnétique, une sorte de champ magnétique créé par l'aimant, on ne parlait pas encore de champ magnétique terrestre. Le voici peint sur une toile du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle en présence de la reine. Alors pourquoi je vous parle de Gilbert ? C'est parce qu'il est l'auteur de la première carte de la Lune moderne. C'est une carte évidemment extrêmement simpliste, on pourrait dire, avec des continents reliés par des sortes de bras de terre ou de bras de mer, ou séparés par des bras de mer, avec des noms très simples qui correspondent à leur région sur la Lune. Mais vous voyez que la cartographie céleste a encore des beaux jours devant elle, puisque tout ceci est très, en quelque sorte, dans ses balbutiements. Mais l'idée qu'il existe d'autres mondes que la Terre autour de nous, que ces mondes sont destinés à être cartographiés de la même manière que la Terre va être également cartographiée intensément au XVIIIe et au XVIIe siècle, voit le jour donc à ce tournant du XVIIe siècle. Et l'autre grande révolution savante dans laquelle nos rois vont naître et être éduqués au début du XVIIe siècle, c'est bien sûr la lunette de Galilée, cette première lunette astronomique que Galilée va utiliser pour observer le monde et découvrir un très très grand nombre de phénomènes célestes dont je vais vous épargner la liste complète, mais il va surtout découvrir la nature rugueuse du terrain de la Lune, qu'il existe des collines, des montagnes, des vallées qui produisent des phénomènes lumineux sur la surface lunaire, ce qui va encore entretenir l'idée qu'il pourrait y exister d'autres mondes que la Terre, ce qui est évidemment une hérésie scientifique à l'époque. Mais il va également découvrir avec cette lunette 4 nouvelles lunes autour de la planète Jupiter. Ces lunes qu'il va d'ailleurs nommer en l'hommage des Médicis, qui sont ses bienfaiteurs, ses mécènes, et il va les appeler les étoiles des Médicis. Ces 4 lunes de Jupiter vont montrer, surtout dans cette époque moderne et à Descartes, à Gassendi et à tous ces savants du 1er XVIIe siècle, qu'il peut exister plusieurs centres au monde. Car l'une des grandes réfutations de l'héliocentrisme, c'est-à-dire du mouvement de la Terre, était de bonne foi l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir plusieurs centres. La Lune tourne autour de la Terre, ça fait un centre, et la Terre autour du Soleil. Comment pourrait-on avoir 2 centres du monde ? Et voilà que Galilée nous dit « Ah bah vous n'êtes pas capable de vous décider, eh bien moi je vous en donne un 3e. » Voilà, le centre des satellites de Jupiter, c'est Jupiter. Et donc cette idée d'un monde polycentrique s'impose peu à peu aux savants du début du XVIIe siècle, et ça va beaucoup aider à en quelque sorte, laisser venir l'hypothèse du mouvement de la Terre. Alors, l'ouvrage de Galilée s'appelle « Le messager des étoiles, le messager céleste, Sidereus Nuncius ». Vous avez ici la reproduction de la première page de son ouvrage de 1610, où il va décrire tous ces phénomènes. Alors, c'est aussi la naissance de la science expérimentale, et c'est un de ces savants, Mersenne, professeur extrêmement sérieux et rigoureux, qui dit « mais il ne peut pas exister ce mouvement de la Terre, puisque lorsqu'on jette un corps vers le haut, il retombe exactement vers le bas de l'endroit où on l'a lancé », comme le montre cette expérience, cette hypothèse de Mersenne, qu'on appelle le canon de Mersenne. Lancé à la verticale par un canon hypothétique, l'obus retombe dans le fût du canon. Démonstration serait faite ainsi que la Terre est fixe. Et effectivement, encore aujourd'hui, quand on est dans un train lancé à 300 km/h, eh bien, les corps tombent à vos pieds, ils ne tombent pas à 300 km/h à travers le train. Et donc, cette découverte de ce qu'on appelle le principe d'inertie, c'est à l'époque de Galilée qu'il va également s'imposer parmi les savants, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Toujours est-il que cette figure du soleil au centre va beaucoup inspirer la royauté, et en particulier ce spectacle
on va commencer notre introduction à la famille régnante par ce grand carrousel qui s'est déroulé aux Tuileries en 1662, donc à peine 50 ans après l'ouvrage de Galilée. C'est une célébration pour la naissance de Louis le Dauphin. Et je vous ai extrait ici une phrase d'un ouvrage qui s'appelle Le Roi Machine, d'un auteur qui s'appelle Jean-Marie Apostolides. Et je vous cite cette phrase. « Comme l'astre solaire, Louis XIV répand ses rayons dans toutes les directions. Cette mise en scène évoque l'image d'une roue formée de plusieurs circonférences qui tourneraient autour du même axe, immense machine dont le roi serait à la fois le pivot et le moteur. » Donc la figure du roi Soleil n'est pas du tout anodine. Elle s'inscrit parfaitement dans ce siècle, car c'est à ce moment-là que le Soleil devient le premier moteur de l'univers, qu'il fait tourner le monde autour de lui, et y compris la Terre. Et donc, très naturellement, le roi et ses conseillers embrassent cette image du roi Soleil, parce que c'est la grande révolution savante de ce temps. Il est donc tout à fait normal et logique que c'est à Louis XIV que vienne ce privilège de se représenter en roi, ce qui n'aurait pas pu avoir lieu lors des siècles précédents. Et on voit ici, dans ce magnifique spectacle équestre, qui va, je crois, durer sur 2 journées, avec la foule rassemblée au Palais des Tuileries, qui a aujourd'hui, comme vous le savez, disparu, eh bien, on voit ce spectacle équestre avec ses circonférences qui semblent illustrer que le monde entier tourne autour de la figure du roi qui est au centre. Voici une image un petit peu agrandie de ce grand carrousel qui a donné son nom, comme vous le savez sans doute, à la place du Carrousel et à l'Arc de Triomphe qui s'y trouve, qui date, lui, de l'Empire. Cette génération de savants qui s'est éteinte au XVIIe siècle va poser beaucoup de problèmes, car c'est au contraire une période où la science fait des progrès et est en quête d'une forme d'institutionnalisation, tant en Angleterre, avec la restauration de la monarchie à l'issue de l'épisode de Cromwell sous Charles II, qu'à Paris ou Versailles, avec la monarchie absolue de Louis XIV. Et ici, nous avons cette représentation de Colbert qui fonde, après avoir fondé des académies dans le domaine du théâtre et des beaux-arts, fonde sous les conseils et les recommandations de Claude Perrault et d'un certain nombre d'autres architectes, artistes, savants, cette Académie royale des sciences au tournant de 1666 et 1667, sur le modèle de la Royal Society qui a été fondée quelques années auparavant par Charles II. Et on voit ici en arrière-plan le bâtiment de l'Observatoire de Paris, qui est fondé par ce même décret royal, qui fonde simultanément l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences, et ce bâtiment pour l'usage et au bénéfice de tous les académiciens de toutes les sciences, et pas seulement l'astronomie, mais également la mécanique, un certain nombre de sciences expérimentales. Dans la pratique, ce ne sont guère que les astronomes qui utiliseront ce bâtiment. Alors, cette institutionnalisation des sciences, dans ce qui va être le second XVIIe siècle, à partir de 1650 jusqu'en 1700, eh bien, va en quelque sorte permettre à ce que les travaux des savants leur survivent. À l'époque de Descartes, il y a des réunions entre savants, il y a des sortes d'académies temporaires ou des lieux de sociabilité savante en Europe, mais qui s'éteignent avec la retraite, avec le départ ou le décès de leurs participants. Et donc l'idée, c'est que se crée une sorte de pérennisation des découvertes et des savants, et sous l'égide du pouvoir royal. Donc les savants deviennent présents aux côtés du prince, dont ils illustrent l'intérêt pour les sciences et en quelque sorte la magnificence, à la manière des grandes cours savantes qui ont précédé le royaume de France. Mais le pouvoir confère cette protection, pensionne les savants, qui avant étaient soit le conseiller du prince ou le médecin royal, mais pas beaucoup d'autres possibilités que d'être vraiment dans le tout premier cercle du monarque. Mais là, à travers cette création des académies, le pouvoir va non seulement pensionner les savants, leur conférer une protection, mais aussi
dans une sorte de relation dans les deux sens, s'approprier en retour le prestige symbolique des découvertes. Et on va découvrir ensemble que la résidence royale, le château de Versailles, va marquer cette appropriation de ces découvertes des savants. Et c'est d'ailleurs dans cette même époque, 1665 à 1675, que l'enveloppe de Levaux et les grands travaux, les grands développements de la résidence royale dans sa version la plus aboutie vont avoir lieu. Alors avant de revenir au château de Versailles, cette bâtisse de l'Observatoire, qui est très austère, très sévère, elle a été critiquée pour sa sévérité, c'est un lieu d'observation très malcommode. Les astronomes vont d'ailleurs se plaindre de l'inadaptation de ce bâtiment pour l'observation astronomique. Les lunettes vont être dans le jardin ou sur le toit, mais ce n'est pas très pratique. Mais c'est surtout un monument à la gloire du roi. Donc c'est un cas unique dans l'Europe savante d'une sorte de matérialité, d'objets censés matérialiser l'intérêt du pouvoir pour les savants et pour les sciences. Et depuis 350 ans et quelques que ce bâtiment existe, il n'a jamais cessé d'être en fonctionnement à l'usage des astronomes, et c'est un cas unique dans toute l'Europe, dans le monde entier même. C'est la plus ancienne institution de ce type en activité, qui n'ait jamais cessé d'être en activité au cours des différents régimes qui se sont succédés en France depuis Louis XIV. Mais comme il n'y a plus d'astronomes en France après le décès de Gassendi, de Descartes et des personnages que vous avez vus tout à l'heure, on va faire appel à un étranger, Jean-Dominique Cassini, qui vient d'Italie. On va également faire appel à Christian Huygens, un Hollandais, qui est un spécialiste des horloges, car la mécanique des horloges et la mesure du temps fait aussi partie des grandes priorités de ces académies savantes de la fin du XVIIe siècle. Et donc c'est assez intéressant de voir que la cour de France va pensionner des savants étrangers pour faire vivre cette science française. Alors Cassini a une réputation en toute l'Europe, car il va être le spécialiste des lignes méridiennes qui vont mesurer avec une grande précision la durée du jour et la durée de l'année, la période des saisons. Et il vient en 1669, alors que le chantier de l'Observatoire est déjà bien avancé, depuis 2 années, sous l'égide de Claude Perrault, le frère de Charles Perrault, le conteur. Claude Perrault est aussi l'auteur, comme vous le savez, de la grande colonnade de Perrault sur la façade orientale du Louvre à Paris. Et il a un petit peu pris j'allais dire, de l'importance face à Levaux, qui est un petit peu écarté des grands projets royaux, à son grand dam d'ailleurs. Et Perrault voit arriver d'un très mauvais œil ces astronomes, un peu donneurs de leçons, qui veulent expliquer comment faire ce bâtiment pour l'usage des astronomes. Lui a une idée très, très arrêtée sur la magnificence et l'hommage au roi que ce bâtiment est censé produire. Et donc il va y avoir des tensions très fortes entre Cassini, qui voudrait une grande salle méridienne, et Perrault, qui voulait le grand escalier solennel et magnifique en rotonde, en quelque sorte, à l'intérieur, au centre du bâtiment. Et ça va se régler dans le bureau de Colbert. En fait, ils ne vont pas s'entendre. C'est le secrétaire de Colbert qui va les convoquer. Et Perrault, auréolé de toute sa gloire, va se prévaloir de ses connaissances en architecture. C'est un homme érudit, était un polymathe, qui était également un chirurgien, botaniste, spécialiste également des animaux. Et à sa grande surprise, le cabinet de Colbert, ou son secrétaire particulier, va prendre le parti de Cassini de ce changement d'architecture intérieure du bâtiment, alors qu'il est déjà en cours de construction. Colbert va donc prendre le parti des savants pour finir ce bâtiment de la manière qui plaît le plus à l'intérêt de la science. Donc il y a une véritable prise de conscience par le pouvoir politique de l'époque de l'importance des sciences pour le royaume, dans tous les sens réciproques que nous avons évoqués tout à l'heure. Alors dès l'arrivée de Cassini dans ces lieux, il va produire une nouvelle carte de la Lune, donc vous allez voir le progrès par rapport à celle de Gisbert qu'on a vu tout à l'heure, et découvrir 4 nouvelles lunes autour de Saturne, à la manière de Galilée, une petite soixantaine d'années auparavant. Et comme Galilée les avait nommées les étoiles de Médicis, il va les nommer les étoiles de Louis, en hommage à son bienfaiteur, le roi de France.
Alors voici la basilique dont Cassini avait supervisé la restauration pour l'établissement d'une d'une ligne méridienne à Bologne. Bologne est une des grandes universités médiévales, comme Oxford, comme la Sorbonne. Elle existe, et la bibliothèque de Bologne aussi, comme un lieu d'enseignement des sciences, de théologie, mais aussi de tous les arts libéraux et de toutes les sciences depuis le XIIIe siècle. Et voici donc en photographie actuelle à quoi ressemblent les lunes que Cassini a découvertes autour de Saturne. Alors elles ont des noms de la mythologie liée à Chronos. Les deux premières qu'il découvre, c'est en 1671 et 1672, quasiment dès sa prise de fonction, dès que l'observatoire est terminé. Et il en découvre deux autres la décennie suivante. C'est aussi Cassini qui va découvrir que l'anneau de Saturne semble un petit peu scindé en deux morceaux, ce qu'on appelle la division de Cassini. Et c'est lui qui va le découvrir à l'observatoire également dans ses premiers travaux. Le premier satellite de Saturne avait été découvert quelques décennies auparavant par Huygens en Hollande. C'est le satellite Titan. Alors, si je vous parle un petit peu de ces satellites, c'est parce qu'ils vont se retrouver dans le décor du château. Et c'est là où notre conférence va un petit peu changer j'allais dire, de décor. Et nous allons nous retrouver un petit peu dans les salles des grands appartements des planètes du château de l'enveloppe de Levaux, autour du château de Louis XIII. Ici, nous avons le char de Jupiter, un décor du plafond de la salle des gardes de la Reine. Et vous voyez autour de la figure de Jupiter 4 poutis qui symbolisent les 4 lunes de Jupiter découvertes par Galilée. Mais alors ces poutis sont aussi matérialisés ici. Vous avez ici la planète qui est représentée par ce centaure et des anges ici qui sont au nombre de 4 également au premier rang. Donc vous avez une sorte de miroir général autour du char du souverain, comme autour de ces personnages du premier plan, la transcription dans les arts, disons, de ces grandes découvertes de Galilée. Ici, nous avons un plafond qui n'a jamais été réalisé, mais qui a été prévu dans le salon de Saturne, qui n'a jamais existé par suite des changements d'affectation et de la reconstruction de l'escalier des ambassadeurs. Et tout ceci n'a finalement pas eu lieu, mais ce décor est intéressant parce qu'il montre qu'il avait été projeté également de représenter les satellites récemment découverts par Cassini, donc les lunes de Louis, qui donc malheureusement ne sont qu'en projet dans le château aujourd'hui. Donc les lunes de Louis sont représentées ici autour de la figure de Saturne, et c'est toujours pareil, on les a à la fois comme des poutis dans le ciel en arrière-plan, mais ils sont aussi représentés en premier plan. C'est ici ce personnage féminin qui représente la planète elle-même, Saturne, et vous avez Titan, le premier satellite découvert par Huygens, qui est ici, et les deux nouveaux découverts en 1671 et 1672 par Cassini, Japet et Rhéa. Les deux autres ne seront découverts qu'une décennie plus tard. Donc il est normal que ce projet ne représente que 3 satellites à la Lune de Saturne. Mais vous voyez qu'on a une lecture de l'astronomie la plus contemporaine dans les décors royaux du château. Alors voici cette fameuse salle que l'observatoire a vu se construire à son 2e étage, à la place du grand escalier qu'avait prévu Perrault. Et cette salle de la Méridienne va avoir un rôle très important dans la conquête des mers, car la puissance maritime de la France et l'astronomie vient au service de la mesure des longitudes, qui est en quelque sorte le GPS de l'époque. Les navires marchands, les navires de guerre doivent savoir où ils se trouvent. C'est la première priorité, des priorités. Et donc la mesure des longitudes célestes est en quelque sorte l'un des programmes les plus importants que doivent mener des longitudes terrestres, que doivent mener les astronomes pensionnés par le roi. Et comme tout système de longitude, il faut un méridien d'origine. Vous avez tous entendu parler du méridien de Greenwich, qui est l'origine actuelle des longitudes
universel, qui est reconnu par tous les systèmes de coordonnées dans le monde. Il n'y a qu'un seul système, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et le méridien de Paris, que voici représenté sur le sol de la grande salle de la Méridienne de l'Observatoire de Paris, était l'origine des mesures des longitudes dans les cartes marines françaises. Donc il y avait deux systèmes de longitude distincts, celui rapporté au méridien de Paris et celui rapporté au méridien de Greenwich pour les Anglais. Ce qui, vous le comprenez, n'était pas très simple. Et à la fin du XIXe siècle, il a fallu choisir. Et malheureusement, la France a été mise en minorité dans la conférence où a été décidé qu'il fallait qu'un seul méridien. Elle s'est battue jusqu'au bout, mais au vote, elle a perdu. À la fin de la réunion, c'était en 1884. Donc la référence internationale unique aujourd'hui, c'est le méridien passant par l'Observatoire royal de Greenwich, mais cette définition est tout à fait arbitraire. Vous voyez que pour mesurer les méridiens autour de la Terre, eh bien, on peut partir de n'importe quel point origine de référence, du moment que c'est le même que reconnaissent chacun. Vous voyez ici également sur le sol une petite tache lumineuse, c'est la tache du soleil. En fait, il y a une lentille qui va former l'image du soleil au sol. Et donc tous les jours, chaque fois qu'il fait beau, on va pouvoir mesurer le moment exact du midi vrai au lieu du méridien origine. Et ceci va avoir une importance considérable pour la précision des tables astronomiques rapportées au méridien de Paris et qu'utilisent les marins dans des contrées plus lointaines ou dans des ports extrêmement loin, outre-mer, pour mettre à jour leurs horloges et savoir exactement à quelle longitude ils se trouvent. Donc en fait, c'est la différence d'heure locale entre le lieu de destination et le lieu origine qui donne la mesure de la longitude, et c'est ainsi que se construit la carte du monde à l'époque de la Royale, à l'époque de la marine puissante que développe Colbert du temps de Louis XIV. Cassini va également produire cette grande carte de la Lune, qui est la plus précise jamais réalisée à l'époque. Et cette carte de la Lune va accompagner également son arrivée, son installation définitive en France. Il se marie et va représenter sa femme dans la carte de la Lune. Il fait un petit clin d'œil à sa bien-aimée. Alors on ne le voit pas tout de suite du premier coup d'œil, mais c'est, je dirais, la chose la plus intéressante qui nous reste de cette carte de Cassini. Alors d'abord, il y a une sorte de cœur de la Saint-Valentin, là, traversé par une flèche. Personne n'a jamais vu un cœur comme ça sur la Lune. Il faut laisser à l'imagination de Cassini cette petite joyeuseté. Mais si on regarde bien ici, il a dessiné un visage féminin de 3/4 de profil ici, que vous voyez ici agrandi. Alors, on se demande qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a bien voulu exprimer. Et en fait, c'est probablement le portrait de sa femme, tout simplement. Voici Madame Geneviève de Lettres, la fille du lieutenant général du bailli de Clermont, dans l'Oise, où il a d'ailleurs une propriété qu'il va pouvoir habiter, et ses descendants également. Et vous voyez qu'il y a une certaine ressemblance, les cheveux très longs de cette jeune fille se retrouvent un petit peu. Et alors il y a une phase de la Lune, à peu près à 10 jours de la nouvelle Lune, où cette région est éclairée par le soleil de manière assez rasante. Et c'est vrai qu'on devine ce menton, ce visage de 3/4 d'eau dans le socle ici de ce cratère à moitié envahi par le basalte de la mer de la Sérénité ici, ou l'océan des tempêtes, pardon. Qui forme ce relief à la surface de la Lune. Donc c'est assez étonnant de voir cette petite grâce faite à son épouse par monsieur Jean-Dominique Cassini. Alors les astronomes vont aussi être au service du roi pour la construction du Grand Canal. En effet, la dimension de plus d'1 kilomètre, 1 kilomètre 600, je crois, de long, et surtout la crainte que les eaux ne puissent pas se répartir à l'horizontale dans une surface parfaite, ont fait que le cabinet, là encore, de Colbert s'est intéressé à l'avis que pourraient avoir les astronomes, qui sont également des bons géodésiens, c'est-à-dire capables de fabriquer des nivellements d'une grande précision. Et l'abbé Picard, qui était l'un des astronomes, j'allais dire, les plus actifs dans cette période, c'est un élève de Gassendi, qui a été formé donc par la génération précédente. Il est d'ailleurs décédé à peu près en même temps que Colbert.
l'abbé Picard va se trouver mandé. Alors c'est un texte un petit peu long, mais j'avais quand même décidé de vous le mettre et de vous le lire rapidement parce que je le trouve assez symptomatique, enfin, représentatif de l'importance que prennent les savants dans la construction même du château. Quand le canal de Versailles fut proposé à faire, le sieur Joly, maître de la pompe du Pont-Neuf, qu'on écoutait fort en ce temps-là, parce qu'il se connaissait en ce qui regarde les eaux et les forces mouvantes, mesura le terrain et dit qu'il y avait 10 pieds de pente d'un bout à l'autre du projet du Grand Canal sur le terrain existant. Donc ça nécessiterait des travaux de nivellement considérables. 10 pieds, ça fait quand même 3 mètres ou 3 mètres 50. Et donc, si cela eût été vrai, l'entreprise n'eût pas été possible parce qu'il aurait fallu l'élever de 10 pieds par un bout et l'eau n'aurait pu demeurer qu'avec des peines et des dépenses incroyables sur une terre portée, c'est-à-dire penchée. M. Colbert envoya quérir messieurs de l'Académie des sciences et leur ordonna de niveler le terrain. Niveler, ça veut dire mesurer, métrer le terrain, où l'on voulait placer le canal. Ils n'y trouvèrent que 2 pieds de pente et l'on entreprit le canal sur leurs paroles. Ce qu'ils dirent s'est trouvé si juste que le canal ayant été achevé, il ne s'est trouvé que 2 ou 3 pouces d'erreur sur la longueur, qui est de 900 toises, c'est-à-dire presque 1800 mètres, 1600 mètres, sur 30 toises de large. Alors cette grande précision venait du fait que les astronomes avaient inventé des niveaux bien plus précis que les niveaux de la génération précédente, et la qualité résulte au lieu d'avoir une ficelle grossière, on a un cheveu. En fait, le poids est maintenu. Pour faire une géodésie parfaite, il faut une règle, en quelque sorte, parfaitement horizontale. Vous avez sûrement vu ces arpenteurs ou ces géomètres au bord des routes quand il y a des travaux. On a toujours besoin de mesurer la distance horizontale sur une certaine longueur lorsqu'on fait des grands travaux d'aménagement. Et donc, la partie verticale est assurée par un cheveu de femme très long, maintenu par un poids, mais à l'abri du vent. Donc, il y a une petite fenêtre en bas pour vérifier la verticale. Et il y a surtout une lunette de visée, les astronomes étant les spécialistes des lunettes. C'était assez naturel pour les astronomes d'utiliser cette lunette. Et ça va donner une extraordinaire précision à ces instruments. Et l'abbé Picard sera un petit peu l'auteur de la qualité de la réalisation de ce grand canal par le nôtre. C'est le texte que vous venez de voir est de Charles Perrault, le frère de Claude Perrault. Alors un autre décor du château va illustrer la prédilection du roi pour, pour le bien des échanges, le commerce, la diplomatie, et c'est la figure de Mercure dont va s'emparer donc le Brun et ceux qui vont assurer le décor du château, comme symbole du commerce, des échanges, de la diplomatie, des thèmes qu'on retrouve dans tout le salon de Mercure de l'appartement des planètes. Alors, la reproduction n'est pas très, très agréable à voir. On va essayer de la grossir un petit peu. Je ne sais pas si on peut. On va rester comme ça. Donc, la figure de Mercure tirée par son char est ici. On voit des astres. On est encore dans. C'est plus Catherine de Médicis, mais on est encore dans une période où l'astronomie aime bien les signes du zodiaque et les zodiaques, c'est-à-dire le parcours céleste du Soleil, est représenté souvent dans des constellations que l'on voit dans pratiquement tous les plafonds de l'appartement des planètes. Ce qui est intéressant dans cette figure de Mercure, c'est qu'on a les différents attributs de ce dieu, évidemment, mais nous avons aussi ici toute une petite série de poutis qui transportent les instruments de la géodésie, de la géométrie, de la mesure, de l'arpentage des terrains et de la mesure des longitudes. Donc c'est assez étonnant de voir ces anges industrieux, en quelque sorte, au service du développement des techniques et de l'arpentage du royaume. On a ici un autre poutis qui tient un poutot qui tient une sphère armillaire, c'est-à-dire cette représentation du cosmos comme on enseignait depuis toujours pour symboliser les différentes sphères autour de la Terre ou autour du Soleil. Dans les voussures sur les côtés du salon de Mercure, on voit cette thématique de l'ambassade royale illustrée avec des personnages de l'Antiquité. Et l'une de ces... Donc on a Auguste recevant une ambassade d'Indiens, on a Alexandre recevant une ambassade d'Éthiopiens,
Ptolémée Philadelphe discutant avec des savants dans la bibliothèque d'Alexandrie, dont on voit des pyramides. Si vous connaissez le salon de Mercure, on voit des pyramides d'Égypte en arrière-plan. Et ces scènes font écho à des événements du règne de Louis XIV, comme la réception des ambassades lointaines, l'ambassade de Siam, entre autres, et le développement de la bibliothèque royale. Mais également, on a ici, donc, dans cette scène d'Alexandre le Grand faisant porter à Aristote divers animaux étranges afin qu'il les écrive et les décrive dans son histoire naturelle. Donc Alexandre le Grand a d'ailleurs les traits de Claude Perrault. Et c'est un hommage en fait à l'architecte qui est aussi spécialiste de la ménagerie royale et s'intéresse beaucoup c'est un vétérinaire, en fait il s'intéresse beaucoup à la santé des animaux, et c'est malheureusement d'ailleurs en ouvrant le corps d'un des animaux de la ménagerie royale qu'il va tomber malade et décéder quelque temps après. Alors voici un petit agrandissement de cette petite foule de petits industrieux qui s'arrachent les différents instruments de la géométrie et de l'astronomie de l'époque. Alors on a des plans, des compas, une équerre, et surtout le compas est ici. Et vous avez ici cet instrument curieux qui s'appelle un graphomètre. Il faut vraiment imaginer que l'artiste s'est renseigné avec grande précision sur cet instrument, qui est un instrument qui se tient soit à la verticale, soit à l'horizontale, qui est une sorte d'astrolabe ou de sextant moderne, mais qui permet de faire des mesures de site par rapport à une horizontale, de direction, de visée. Il y a également une boussole sur le centre du dispositif. Et donc, ces instruments de très très grande précision sont utilisés par les astronomes pour mesurer la distance entre deux lieux et l'angle que forment deux lieux sur un terrain donné, par exemple un clocher avec un autre clocher à l'horizon. C'est ce qui va permettre, par triangles successifs, de construire une véritable carte de France qui manquait terriblement encore à la fin du XVIIe siècle. Dans l'un des coins de la salle, en haut, on ne le voit pas très bien, mais quand on l'a vu, on ne voit que d'autres anges dans les boiseries et dans les décors sont en train de mesurer la Terre. Il y a en fait deux sphères, une sphère terrestre et une sphère céleste à côté, et les deux anges se chamaillent un petit peu pour mesurer ainsi des directions sur le globe terrestre avec les instruments les plus modernes de l'époque. Donc l'étude de l'astronomie n'est pas sans relation avec le commerce et la politique, puisque, comme je vous le disais, la navigation est un enjeu majeur dans la construction de la puissance maritime de la France face à l'Angleterre, et la mesure précise des longitudes en est un des éléments les plus déterminants. Voici donc ces petits arpenteurs, comme je les appelle, du salon de Mercure. Alors voici, au milieu du siècle suivant, donc au milieu du XVIIIe siècle, l'état des triangulations successives faites par au moins 3 générations d'astronomes. On est déjà dans le petit-fils de Cassini, à la tête de l'Observatoire de Paris, donc on est vers le milieu du XVIIIe siècle, vers 1740. Et vous voyez ici, chacun de ces triangles correspond à des vues successives à travers les différentes dimensions du territoire pour mesurer avec grande précision les distances et faire cette cartographie qui manquait au royaume. D'ailleurs, le résultat de ces cartographies a été de diminuer la surface à laquelle on croyait correspondre à la France. Et la première fois qu'une carte a été présentée en ce sens au roi Louis XIV, il a été extrêmement heurté par ces savants qu'il payait fort cher et qui finalement avaient plus réduit son territoire que les campagnes militaires précédentes, voilà, notamment en Palatinat. Mais il l'avait dit d'un trait d'humour, mais qu'on sentait un petit peu concerné quand même. Alors si on regarde avec un peu d'attention, y compris les tapisseries, on voit des objets savants un petit peu répartis partout. En fait, c'est presque un jeu de piste. Si vous passez à travers le château, on voit un très très grand nombre de représentations ainsi. Voici un globe céleste dans les mains d'une figure des muses, c'est Uranie, la muse de l'astronomie. Il y a toujours un compas assez moderne, toujours. Mais ce qui est intéressant là sur ce globe, c'est les constellations qui s'y trouvent. C'est un globe céleste. Alors, la sphère céleste est toujours
un moyen très commode de représenter les constellations, qui sont évidemment des noms arbitraires, qui sont donnés par les cultures successives humaines, mais qui, pour nous, proviennent de l'Antiquité grecque et romaine. Mais ça n'était que les constellations dans l'hémisphère nord. Et à partir des grandes découvertes, à partir de la fin du XVe, mais surtout du XVIe siècle, on va découvrir les étoiles lointaines. Les navigateurs vont faire le tour du monde, franchir l'équateur et voir des constellations jamais vues en Europe. Donc ici, on voit dans ce globe, là, en quelque sorte, se matérialiser ces grandes découvertes et ces nouvelles constellations, qui ont été d'ailleurs nommées à l'époque moderne, au début du XVIIe siècle, par des auteurs d'atlas astronomiques en Hollande, pour la plupart de ces noms que vous voyez ici. Donc ce sont des nouvelles constellations. Alors certaines étaient déjà de l'Antiquité grecque. On reconnaît ici le Scorpion, par exemple, qui est une constellation très ancienne, qui était même à l'époque de Babylone, très antérieure même à la civilisation grecque. Ici, vous avez le Loup, le Centaure, qui terrasse le Loup. Mais vous avez ici d'autres constellations, alors on ne les voit pas très bien. Il y a un Pan, ici, qui fait la roue. Il y a un oiseau de paradis, une dorade, un triangle. Il y a des constellations qui n'existent pas dans l'Antiquité parce qu'elles ont été découvertes et font partie des globes célestes à partir de la fin du XVIIe siècle, disons, qui se distribuent, qui se répandent dans toute l'Europe. Et le globe original comprend les deux inscriptions. Le globe qui a été... donc qu'ont consulté les artistes, et Mignard probablement, et ses aides, évoque le globe d'un certain Nicolas Bion. Et ce globe de Nicolas Bion, qui est un facteur de globe du XVIIe au XVIIIe siècle, ce globe comprend deux inscriptions. Globe céleste dans lequel les étoiles fixes sont placées comme elles sont à présent, suivant les dernières observations des plus célèbres astronomes de ce temps. Monsieur Cassini m'a donné le calcul du changement que feront les pôles du monde d'ici en 24 800 ans. Le lait marque dans ce globe sur un cercle en raison d'un signe en 2400 ans, commençant dans l'an 1700. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, effectivement, c'est un peu compliqué, mais c'est juste. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, depuis Hipparque, même depuis Hipparque d'Alexandrie, à la cour des Ptolémées, les Ptolémées sauteurs, les Ptolémées, les héritiers d'Alexandre le Grand dans l'Égypte hellénistique, on sait que la direction du pôle, de l'axe de rotation de la sphère céleste ne reste pas toujours au même endroit. Il y a une sorte de bascule qu'on appelle d'un nom très savant la précession des équinoxes. Et donc, à cause de ce mouvement très lent, qui fait effectivement un tour en 25 000 ans, comme le dit monsieur Nicolas Bion sur son globe, eh bien, la figure des constellations se décale un petit peu par rapport aux lignes des constellations. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait de la longitude sur la Terre avec ce méridien origine, qui est soit l'observatoire de Paris, soit l'observatoire de Greenwich. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour la sphère. À cause de ce mouvement de la Terre qui est très lent, le méridien origine, et donc la position de ces grands cercles équateurs et écliptiques, doit se décaler par rapport aux figures des constellations, puisque l'étoile polaire change. L'équateur qui est perpendiculaire à l'étoile polaire, ça, je pense que ça vous parle, va donc également se décaler par rapport aux signes et aux constellations. Et donc ce globe tient compte de ces mouvements très lents, mais tout de même, ça fait presque un tour en 24 000 ans, ça fait presque une constellation du zodiaque tous les 2000 ans, donc c'est pas négligeable par rapport aux atlas de l'Antiquité, par exemple, aux atlas des statues grecques où on voit des représentations du ciel. Et donc, ce globe se vante d'en avoir fait état. Et donc, ce globe, sur cette tapisserie du salon d'Apollon, dans la galerie des planètes, dans l'appartement des planètes, cette tapisserie du Parnasse, comme elle s'appelle, puisque c'est là où se trouvent les muses, montre un globe tout à fait moderne et qui tient compte des changements de l'astronomie les plus savants, en quelque sorte, du XVIIe siècle. Donc même les tapissiers du roi ont eu à faire une sorte de mise à jour savante de leur talent pour tenir compte de l'importance des sciences dans la représentation et dans le décor royal.
Alors cet intérêt des sciences se fait également dans la pratique des sciences. Le château de Versailles est également un lieu d'expérimentation. Il y a des démonstrations savantes qui sont quelquefois des réjouissances. On fait aussi des expériences pour réjouir la cour, pour la distraire. Mais il y a également des lieux d'expérimentation, car comme il y a le jardin du roi, comme il y a d'autres lieux, y compris dans le potager du roi ici, et dans d'autres lieux, on fait des expérimentations, par exemple sur l'acclimatation des plantes venues des tropiques, ou des lointaines contrées, ou de l'art floral en particulier. Et donc on a quelques témoignages, alors c'est pas à Versailles, c'est à Marly, de l'intérêt des monarques eux-mêmes pour l'astronomie. Ici on a, dans les comptes rendus de l'Académie royale des sciences, le compte rendu de l'observation d'une éclipse de soleil faite en 1706 en présence du roi, de Monseigneur et de Monseigneur le duc de Bourgogne à Marly. Donc qui montre que l'éclipse de soleil avait été observée. À la demande des conseillers du roi, des astronomes s'étaient rendus à la cour pour expliquer au roi les différentes étapes du phénomène et de la grandeur successive de l'éclipse. Alors j'avance un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Et donc, en parallèle à la cour du roi de France, à la restauration de la monarchie britannique à la fin de l'ère de l'époque de Cromwell, est fondée la Royal Society par Charles II. Et ce que vous avez ici dans ce schéma un petit peu illisible, ces bâtons qui s'interrompent ici, vous avez ici la chronologie de 1600 à 1720. Et ici, vous avez ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces académies, mais qui s'épuisaient ou qui s'arrêtaient lorsque les personnes cessaient de se réunir ou simplement tombaient malades ou partaient dans leur résidence de campagne à la fin de leur vie professionnelle. Et donc, ces lieux de sociabilité savante, finalement, on perdait le fil de ces découvertes. Et donc, là, ce que vous avez ici en gris, c'est cette période du second XVIIe siècle, de l'institutionnalisation des savants, donc des sciences à travers la Royal Society pour Charles II, ici en 1662, et l'Académie royale dont on a parlé tout à l'heure avec Colbert, qui fonde l'Académie royale et l'Observatoire en 1666-1667, donc quelques années plus tard. Ce qui est intéressant et ce qui est important également aussi, c'est que cette fondation d'institutions qui survivent en quelque sorte à leurs membres s'accompagne également d'ouvrages de publication. On a les comptes rendus de l'Académie, le Journal des savants, qui est fondé au même moment, et donc il y a une trace écrite en quelque sorte de ces communications faites par les savants à leur pairs au sein de cette assemblée. Alors Colbert avait parfaitement compris qu'il est très important de séparer les savants de la cour. En effet, il y avait plusieurs exemples où les savants se trouvaient réunis à des nobles. En général, c'était des personnes assez fortunées qui s'entouraient de savants pour en quelque sorte, s'intéresser aux sciences et se donner aussi un peu d'importance. Et donc, il y avait quelquefois des fautes de sociabilité, de comportement. Quand le maître de maison avait une opinion qui était en désaccord avec celle d'un savant, c'était très compliqué par suite de la préséance, et vient de dire à la personne qui vous invite qu'on est en désaccord avec lui. Et il y a eu quelques cas malheureux où ça a été le cas, où les savants se sont emportés en disant mais non, et donc se ne sont plus fait inviter après parce qu'ils s'étaient mal comportés, ce qui pose évidemment un problème de ce qu'est la science finalement et comment se font les arguments scientifiques. Et donc Colbert avait parfaitement compris cela, et c'est aussi pour protéger justement la sociabilité savante de la sociabilité de cour, qui a une toute autre façon de s'organiser en cercle concentrique autour de la personne du roi, que ces figures d'académie se sont mises en place. En Angleterre, c'est un petit peu différent. Il y avait moins de bride, en quelque sorte, sur les savants en Angleterre qu'il y en avait en France. Alors, puisqu'on parle de l'Angleterre, on va parler de Robert Boyle, qui est en quelque sorte, le Claude Perrault anglais, c'est-à-dire qu'il va conseiller Charles II pour la fondation de la Royal Society. Il va s'intéresser, c'est un chimiste, il connaît beaucoup de sciences, aussi un astronome. Il va s'intéresser aux réactions chimiques de l'air sur des petites matières. Quand on mélange de l'air issu de réactions chimiques dans l'eau qui produisent d'autres gaz, on voit commencer à émerger des travaux sur la composition chimique de l'air. Alors il faut comprendre que dans tout ce XVIIe siècle savant, la science est en ébullition, c'est le cas de le dire. On va vraiment chercher à fonder des expériences dans tous les domaines. La science expérimentale, qui est amorcée par la lunette de Galilée, va avoir de grands jours devant elle.
la médecine, on va inventer l'anatomie pathologique, on va découvrir à travers la dissection que certains organes correspondent à certaines pathologies, qu'on peut ainsi découvrir le rôle et le résultat de certaines maladies sur l'intérieur du corps humain. Donc une médecine expérimentale, une mécanique expérimentale, une chimie expérimentale, tout simplement parce que, avec le mouvement de la Terre, qui a un peu amorcé cette sorte de vie où les savants se retrouvent totalement démunis, puisque rien chez Aristote ne permet d'expliquer le mouvement de la Terre, rien dans la Bible non plus. Les protestants sont d'aucun secours. On a beau lire les textes anciens, religieux ou savants, on ne voit aucune manière d'expliquer le mouvement de la Terre. Donc il faut réinventer tout, et l'expérimentation devient finalement la valeur de la preuve à cette époque. Et notamment l'expérimentation devant les pairs. Et donc ces académies sont vraiment le lieu idéal pour cela. Et la plus grande figure de l'académie anglaise, la Royal Society, c'est bien sûr Isaac Newton. Et en 1687, on est toujours dans la même région de la fin du XVIIe siècle, va être publié, d'ailleurs au camp, Newton ne voulait pas publier son ouvrage, il avait très peur qu'on lui vole ses travaux, qu'on lui vole ses idées. Il ne voulait pas mettre par écrit ses idées, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de piller les travaux de ses contemporains, en particulier Leibniz et Boyle, justement, ou d'autres, mais c'est une autre histoire. Et donc les Principia, les principes mathématiques de la philosophie naturelle, ce qu'on pourrait traduire en français moderne par les principes mathématiques de la physique, vont illustrer toute la théorie mathématique du monde que Newton va permettre d'apporter à la science des planètes, et en particulier au mouvement de la Terre. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce gaz un peu très léger, de cet éther qui entourait le monde et qui était censé expliquer le mouvement des planètes pour les cartésiens. Mais en fait, ce mouvement des planètes ne convainc pas du tout Newton, qui ne croit pas à l'idée de cet éther qui remplit l'univers. Il considère que là où il y a de la matière, il n'y a pas de place pour Dieu. C'est une phrase de Newton dans l'un de ses ouvrages. Et donc, si on veut laisser une place à Dieu, il faut que l'univers soit vide de matière. C'est une des thèses de Newton. Toujours est-il que, je vous ai expliqué aussi tout à l'heure très rapidement, parce que nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps, comment est-ce que Galilée avait en quelque sorte vaincu les réticences de Mersenne en expliquant que, comme le fait ici la petite démonstration, si on lâche un corps à la verticale, eh bien, le fait qu'il tombe à vos pieds n'est pas forcément la démonstration qu'un bateau, par exemple, est immobile. Si quelqu'un se place sur le bord de la rivière et que le bateau va suffisamment vite, eh bien, le mouvement du corps aura été non, pas selon la ligne droite, mais selon une ligne courbe, comme le représente ce dessin sur la droite, celui-ci. Et ce n'est donc pas parce que le corps tombe à nos pieds qui démontre que la Terre serait fixe. Pour Galilée, ce n'est pas une démonstration, et c'est donc le grand débat qui va avoir lieu au début du XVIIe siècle. Mais Newton va reprendre cette idée pour essayer d'expliquer le mouvement de la Lune autour de la Terre. Il va dire peut-être que la Lune est en quelque sorte lancée, qu'elle tombe vers la Terre avec une force qui l'attire, mais qu'elle est lancée avec une force suffisante sur le côté, que voici illustré par cette expérience par la pensée de Newton, une montagne à l'équateur, à partir de laquelle on tire un obus avec un canon gigantesque. Eh bien, on peut imaginer que si le canon tire suffisamment fort, eh bien, l'obus ne va pas retomber sur la Terre, mais va en faire un tour complet pour retourner à son lieu de départ. Et Newton va expliquer le mouvement de la Terre comme ce résultat d'une sorte de chute libre avec vitesse initiale, pourrait-on dire, dans ses principes philosophiques qu'il explique dans son ouvrage, et ce qui est d'ailleurs la stricte vérité. Le mouvement des corps célestes et le mouvement de la Terre elle-même, c'est un mouvement qui n'a pas besoin de motricité, qui se passe de moteur. En fait, la Terre, c'était aussi ça qui posait problème à nos savants de l'époque, il faut bien une poussée, il faut bien une force pour pousser la Terre, pour qu'elle tourne autour du Soleil. Et Newton dit non, c'est pas nécessaire. Elle tourne autour de la Terre, d'ailleurs, même si nous restons en quelque sorte attachés à la Terre par la gravité, qu'il a lui-même inventée, eh bien, on se déplace avec la Terre exactement comme on se déplacerait avec ce corps en mouvement, mais sans jamais rencontrer le Soleil. Et c'est donc l'explication que donne Newton au mouvement de la Terre.
Alors ces théories de Newton sont à l'encontre, en opposition avec les théories cartésiennes et vont donc se trouver contestées par l'Académie royale en France, parce qu'en provenance d'Angleterre. Donc il y a une rivalité terrible entre les deux nations, au point que les savants sont par le simple fait d'être anglais, sont anglois, on disait, sont susceptibles d'être mal reçus par leurs théories savantes. Et donc c'est Voltaire qui va beaucoup aider à la transcription des idées de Newton qu'on francisait en Newton au milieu du XVIIIe siècle, en particulier cet ouvrage qui a été imprimé à Genève, je crois, à Amsterdam, pardon, mais qui n'était pas imprimé à Paris, sur les éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Et vous avez ici un frontispice impressionnant avec Newton représenté en Dieu, quasiment, dont la lumière qui traverse l'esprit est projetée par la muse Uranie jusqu'au bureau de Voltaire qui s'inspire de ce courant de lumière de l'esprit de Newton jusqu'à sa plume. C'est impressionnant comme frontispice. Alors on va terminer les quelques minutes qui nous restent dans la fin du XVIIIe siècle. Donc l'engouement pour les sciences ne disparaît pas avec Louis XV. En 1761, on a ce témoignage du passage de Vénus devant le Soleil. Alors je ne vous le lis pas en entier, c'est en petits caractères, mais il est question d'une séance d'observation à laquelle Louis XV participe pour voir ce phénomène dont on lui dit qu'il est extrêmement rare, qu'il ne se voit qu'une fois dans la vie d'un homme, ce qui est exact, puisque le passage de Vénus devant le Soleil n'a lieu que tous les siècles environ. Et donc, il est écrit dans ce compte-rendu de l'Académie royale, en présence de l'astronome qui est ici, Charles Lemonnier, la présence de Sa Majesté qui a désiré voir Vénus plusieurs fois depuis les 2/3 de sa traversée jusqu'au dernier moment de sa sortie, n'a pas peu contribué au succès de toutes les déterminations. Voyant que nous jugions les derniers contacts de la plus grande importance, un profond silence nous environnait à ce moment-là. Donc il faut imaginer Louis XV, pensif, observant ses savants, contribuant à cette atmosphère studieuse. Et donc, à toute génération, il semble que les monarques se soient intéressés donc, aux sciences. Dans ce milieu du XVIIIe siècle, naissent des expériences de chimie plus élaborées encore. Et c'est Cavendish, à la Royal Society, qui va isoler pour la première fois l'hydrogène, ce gaz léger dont on parle beaucoup en ce moment pour échapper aux crises climatiques et énergétiques qui nous menacent. Et il nomme l'hydrogène l'air inflammable. Et il le crée par une expérience qui n'est pas très facile alors je vais vous faire un petit peu de chimie. Vous voyez, on fait toutes les sciences aujourd'hui. Vous allez retomber en classe de chimie. Vous avez ici une expérience telle qu'elle est représentée ici, on ne comprend pas très bien. Alors j'ai retrouvé une représentation un petit peu plus conforme à ce qu'on imagine dans les salles de classe. On place des morceaux de métal au fond d'une substance acide et se crée en fait un gaz qui va ici chasser l'eau qui est dans ce récipient renversé, qui est l'hydrogène. Alors c'est en fait une réaction chimique entre l'acide et le métal qui va libérer l'atome d'hydrogène ici et former la molécule d'hydrogène. Alors c'est Lavoisier qui va forger le mot hydrogène quelques années plus tard, en 1783. Cavendish l'appelle l'air inflammable. Et vous avez ici le portrait de Cavendish et de Lavoisier. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est avec les montgolfières qu'on va terminer cette courte présentation. En 1783, il y a deux thèses qui s'opposent pour faire voler les ballons dans les airs. Il y a l'air chaud qui va faire se soulever les ballons, et c'est les montgolfiers qui vont se lancer dans cette course avec l'air chaud. Et c'est un homme moins connu qui s'appelle Jacques Charles et les frères Robert qui va tenter d'utiliser le gaz hydrogène, qui est plus léger que l'air, pour faire voler les ballons dans cette course à l'espace, en quelque sorte, de la fin du XVIIIe siècle. Et il va donc y avoir un conflit entre la montgolfière et la charlière. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la charlière à hydrogène. Et il ne va s'écouler très peu de temps entre l'un et l'autre concept, mais finalement les deux vont coexister à la fin du XVIIIe. Le premier vol humain, ça sera le ballon captif
de Pilâtre de Rosiers quelques semaines après la présentation devant le roi, dont je vais vous parler dans un instant. Et le premier vol libre dans une montgolfière, c'est également Pilâtre de Rosiers en novembre 1783. Mais en 1785, c'est avec une charlière donc, que la première traversée de la Manche a lieu, de la France à l'Angleterre, donc en 1785, en 2h25. C'est un ballon gonflé à l'hydrogène qui va faire ce record. Et c'est également en 1784 que la première femme va voler à bord d'une montgolfière. C'est quelque chose je pense, qui mérite d'être cité. La première femme aéronaute est aussi dans ces années de 1783-1784. Alors la gravure très célèbre que je vous montre rapidement, c'est 1783, c'est l'expérience des montgolfiers. Alors il n'y avait pas d'homme à bord, il y avait juste un panier dans lequel se trouvait un canard, un mouton et un coq. Alors pourquoi un mouton? C'est parce qu'on soupçonnait les montgolfiers d'utiliser les ailes du canard et du coq pour voler. Donc ils voulaient prouver que c'était bien, que c'était pas grâce aux oiseaux que ça volait. Voilà. Et alors Louis XVI n'est pas là, il est dans son appartement, il regarde ça depuis les fenêtres ici. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'aile Gabriel n'est pas terminée. C'est assez intéressant. L'aile du four n'existe pas. On est encore dans les colonnes colossales, disons, du château d'avant. Et ça n'est qu'à la fin du règne de Louis XVI donc, que les travaux vont commencer. Je terminerai avec l'expédition de la Pérouse. Malheureusement, on ne peut pas tout dire, mais pour vous montrer l'importance des sciences pour Louis XVI, cette expédition qui a concentré des savants de toute nature, des savants, des experts, des professeurs de mathématiques, des astronomes, des botanistes, des géodésiens, des spécialistes de l'atmosphère, des géologues. Donc c'était vraiment une sorte de campagne d'Égypte avant la lettre, en plus d'être une découverte dans le monde entier. Vous avez ici la stèle qui se trouve dans le port de Brest, à l'emplacement où ont appareillé la boussole et l'astrolabe en 1785. Comme vous le savez, ce voyage n'a malheureusement abouti par la disparition de l'équipage tout entier quelques années plus tard. Et je terminerai en dernière diapositive par le cabinet de la garde-robe de Louis XVI, qui est le petit chef-d'œuvre ultime de l'art royal au service et à la présentation des sciences dans la résidence royale, par les frères Rousseau en 1788, vraiment à la veille de la Révolution. Et dans ce tout petit cabinet de garde-robe qui est très lumineux, qui est éclairé par la cour des serres, si vous connaissez un peu l'intérieur, vous avez énormément de motifs savants, ici des globes, des lunettes, une sphère céleste. Et vous avez même un livre de mathématiques ouvert à une page où se trouvent des symboles mathématiques, mais également le nom de Newton. Donc c'est très important parce que ça signifie que les sciences et les travaux de Newton ont été finalement intégrés et réappropriés, y compris dans ce tout petit détail de l'art et des ornements du château de Versailles, malgré les tensions persistantes au XVIIIe siècle entre cartésiens et newtoniens. Et ce dernier tableau que vous connaissez aussi, Louis XVI donnant ses instructions à la Pérouse, qui est un tableau en fait bien postérieur, il date de la Restauration, pour montrer, en quelque sorte, réhabiliter la figure de Louis XVI au moment du règne de Louis XVIII. Vous avez ici le buste d'Henri IV à l'arrière. Henri IV qui était resté un roi très populaire et qui regarde en souriant l'ensemble de la scène se dérouler ici, Louis XVI montrant et s'intéressant au projet de la Pérouse. Et donc les frères Montgolfier ont eu une suite et ont donc amorcé dans cet intérêt royal pour l'aérostation à peine 120 ans plus tard, le premier avion qui a décollé donc, en Caroline du Nord, les frères Wright, Orville et Wilbur Wright, et à peine 70 ans plus tard, moins de 70 ans plus tard, le premier pas de l'homme sur la Lune. Il ne s'est écoulé que 70 ans entre le premier avion et l'atterrissage de l'homme sur la Lune, ce qui est quand même extraordinaire. Mais tout ceci est né avec l'aérostation et le rêve de voyager dans le ciel par les hommes, et évidemment quelque chose à quoi la résidence royale s'est beaucoup intéressée, comme on l'a vu tout au long de cette conférence. Voilà, ceci termine notre conférence. Je vous remercie. Je voudrais juste vous citer, comme l'a expliqué Madame Galatoire au début, qu'effectivement, je suis à l'Observatoire de Paris, responsable d'une mission scientifique
qui doit s'envoler en 2031 vers la planète Vénus pour l'étudier, comme c'est une planète difficile à observer, qu'on ne connaît pas très bien avec les agences spatiales du monde. Mais c'est pour vous montrer que finalement le rêve de Colbert est toujours vivant, que l'Observatoire de Paris est toujours à l'œuvre pour explorer et conquérir les cieux comme le souhaitait Colbert lors de sa fondation. Je vous remercie.